Chapitre 8. Concurrence. Qu'est-ce que la gorgée du roi ? Je demande à Naoko. Elle et moi sommes attablés à l'écart, dans le petit réfectoire de l'aile des filles. Un grand portrait nocturne du roi des ténèbres trône en majesté au-dessus de la cheminée. C'est une toile charbonneuse, sinistre. Le souverain chevauche un étalon sombre, dont la robe se détache à peine sur fond de forêt noirâtre. Il porte un costume de chasse bordeaux et un large tricorne garni de plumes de faisan, enfoncé sur sa chevelure dégoulinante. Seul point vaguement lumineux dans cette grisaille, le masque d'or du souverain, percé de 2 trous noirs. Sous le regard horrifique du roi, la salle bruisse du ballet des servantes et de la conversation des demoiselles venues déjeuner. Les 15 aînés âgés en moyenne de 17 ans, mais aussi les cadettes de 16 ans et les benjamines de 15 ans. Une 50aine de filles en tout, issues des plus nobles familles. Naoko lève ses yeux du filet de sol auquel elle n'a pas touché, se contentant de picorer les petits légumes qui l'accompagnent. Le rituel de la gorgée désigne la cérémonie au cours de laquelle le roi choisit 2 nouvelles recrues pour sa garde mortelle, m'explique-t-elle. Traditionnellement, un garçon et une fille. Sa garde mortelle ? Je répète, me remémorant les paroles d'Alexandre. Il m'avait en effet annoncé que le roi des ténèbres sélectionnait 2 élèves de l'école tous les 31 octobre, mais il n'avait pas mentionné de fonction militaire. Je croyais qu'il s'agissait juste pour le roi de désigner un écuyer et une écuyère. Précisément, les jeunes élus ont le privilège de rejoindre le cercle très fermé des mortels en qui le roi a toute confiance. 3 garçons et 3 filles qui lui servent de garde du corps. Les 6 écuyers n'ont pas seulement la charge d'accompagner le souverain pendant ses nuits. Il s'agit aussi d'assurer sa garde personnelle et de veiller sur son cercueil pendant ses jours. Mon regard s'envole furtivement à travers la fenêtre donnant sur la cour de la grande écurie, jusqu'aux hautes grilles et au-delà, vers le mur de la traque. Derrière la blancheur éclatante de ce rempart colossal, se cache un palais secret, au fond duquel reposent les noirs cercueils de tous les immortels de la cour. Le roi n'a-t-il pas assez de gardes suisses pour défendre son cercueil ? Je murmure. Ce n'est pas suffisant, me dit Naoko. Les gardes suisses resteront des soldats toute leur vie, attachés au palais. Alors que les écuyers et écuyères du roi, après avoir servi quelques années dans sa suite, sont appelés à s'élever à la cour, à faire des mariages prestigieux, à voyager dans les provinces et même à l'étranger. Ils deviennent les yeux et les oreilles de Sa Majesté, les plus solides piliers du royaume de France, à travers toute la Magna Vampiria et au-delà. Je médite quelques instants ces paroles, observant l'almanach affiché au mur, ouvert à la date du jour, le 3 septembre. Soit une éternité avant l'entrée officielle des aînés à la cour, à la fin juin l'été prochain. Et si j'avais mes chances d'être choisie par le roi, comme l'a affirmé Madame de Chantilly ce matin ? Non, pas pour le servir, ça jamais. Mais l'idée de pénétrer au palais dès le 31 octobre, dans 2 mois, rend soudain la perspective de ma vengeance contre Alexandre beaucoup plus proche et tangible. Je vois, dis-je, mais cela ne m'explique pas pourquoi cette cérémonie se nomme « gorgée du roi ». Naoko se penche un peu plus vers moi. Parce que c'est ainsi que le roi scelle le lien unique qui l'unit à ses écuyers, murmure-t-elle. Il leur donne à boire une gorgée de son propre sang. Je repose doucement ma fourchette sur le bord de mon assiette, incapable d'absorber une miette de plus. Mes connaissances sur les vampires sont plus que limitées. Cependant, je n'ignore pas que la transmutation passe par le sang. Le roi transmute ses suivants en vampires ? Je demande, baissant à mon tour instinctivement la voix, comme si l'imposant tableau au-dessus de la cheminée pouvait m'écouter. Devant l'expression étonnée de Naoko, j'ajoute aussitôt. Pardonnez mon ignorance, mais dans la province reculée d'où je viens, les seigneurs de la nuit ne courent pas les rues. La transmutation est un rituel complexe, dangereux et fortement réglementé, qui ne peut légalement s'accomplir qu'avec l'accord de la faculté hématique, m'explique-t-elle patiemment. Le nombre de vampires en circulation dans la Magna Vampiria fait l'objet d'une stricte limitation, le numerus clausus, afin de s'assurer que les immortels constituent une infime minorité par rapport au cheptel mortel destiné à les nourrir. Je hoche la tête. Voilà qui explique pourquoi, dans mon trou dépeuplé, on ne voyait jamais aucun seigneur de la nuit.
La cérémonie de transmutation exige qu'un vampire puissant donne à boire une grande partie de son sang à un mortel préalablement vidé du sien, poursuit Naoko. Alors que le rituel de la gorgée, comme son nom l'indique, n'implique que quelques millilitres de sang royal. C'est assez pour doter celles et ceux qui les boivent de pouvoirs surhumains, sans pour autant les transmuter totalement. Ainsi, chaque année, le roi offre une gorgée à tous les membres de sa suite, afin de maintenir la pleine force de ses pouvoirs. Une jeune servante rousse passe pour débarrasser la table. Les pliures de ses coudes, portant les cicatrices violacées de la saignée réservée aux roturiers, achèvent de me couper l'appétit. C'est que, sous les manches de ma robe, ma peau porte des marques semblables, creusées depuis l'enfance par des centaines d'aiguilles. Bras droit et bras gauche, ponctionnés chaque mois, alternativement. Des poinçons infamants, qui ne se résorberont sans doute jamais tout à fait. « Attendez, Toinette, s'il vous plaît », dit Naoko à la servante, qui s'apprête à enlever mon assiette. Elle se tourne vers moi. « Vous ne finissez pas vos légumes, Diane ?» Je secoue la tête, et la jeune japonaise transvase mes restes dans sa propre assiette. « Je suis végétarienne », m'explique-t-elle. « Végéta quoi ? Je ne mange ni poisson ni viande. » Devant mon air perplexe, elle ajoute aussitôt. « La consommation de chair animale me donne des insomnies. C'est que j'ai le sommeil très léger, et les repas trop lourds m'empêchent de dormir. Les cuisines semblent l'avoir oublié aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, je vais terminer votre ration. » Je hoche la tête, intriguée. Dans ma campagne, la viande n'était pas abondante, le poisson encore moins. À la maison, mes rares prises de chasse amélioraient un peu l'ordinaire. Quant à ces troubles du sommeil que mentionne Naoko, les cernes sous ses yeux indiquent que son régime ne les a pas résolus. Les pouvoirs que confère la gorgée du roi, quels sont-ils ? Je lui demande. On raconte qu'ils diffèrent, car chacun réagit différemment aux ténèbres. J'ai entendu parler de visions nocturnes, de sens exacerbés et même de télépathie. La seule certitude, c'est que les suivants du roi cessent de vieillir tant qu'ils boivent le sang royal. Après plusieurs années, la plupart d'entre eux finissent par être définitivement transmutés. En récompense de leur bons et loyaux services, la faculté leur ménage une place dans le numerus clausus. Ils rejoignent alors pour toujours les rangs de la haute noblesse vampirique immortelle. Dans ces conditions, vous imaginez que les places sont chères. Oui, quelqu'un m'a dit que la sélection tournait chaque automne au pugilat. Naoko acquiesce, tout en picorant délicatement ses petits pois du bout de sa fourchette. Eh bien, cet automne, le pugilat se résume à un duel en ce qui concerne l'aile des filles, me confie-t-elle. Vous avez rencontré les deux rivales qui l'an dernier déjà se partageaient les premières places du classement dans tous les arts. Et l'Énaïs de Plumini n'a pas sa pareille à l'escrime et pour les manières de cour, tandis que Proserpina Castlecliff coiffe tout le monde par le mordant de son esprit et son assiette à cheval. Je suis le regard de Naoko à travers le réfectoire. En effet, les aînés se sont réunis en deux tablées, à peu près égales, l'une autour de la châtaigne aux frisettes et l'autre autour de la brune au teint blême. Voilà pourquoi cette dernière s'est réjouie que je remette Hélénaïs à sa place tout à l'heure devant tout le monde. Pas par complicité, comme je l'avais naïvement cru, mais par esprit de compétition. Proserpina vient de l'une des plus anciennes familles d'Angleterre, les légendaires Lord Castlecliff, me glisse Naoko. Leur quartier de noblesse remonte au règne de Guillaume le Conquérant, mais aujourd'hui, ils sont désargentés. J'ai entendu dire qu'il y avait des tensions entre la France et le vice-royaume d'Angleterre. Je murmure, me remémorant les paroles de Madame Thérèse. C'est justement pour ça que Proserpina a été admise à l'école à titre gracieux, pour renforcer les liens diplomatiques entre les deux pays en ces temps mouvementés. Si elle devenait écuyère du roi, ce serait un signe puissant. Elle converse parfaitement en français, comme vous avez pu vous en rendre compte. Vous aussi, je m'empresse d'assurer. Naoko secoue la tête, manifestant ce manque de confiance en elle que j'ai déjà décelé. Mon français est peut-être correct, mais je suis incapable de faire des mots d'esprit comme vous ce matin en cours. Mes manières courtoises sont loin d'égaler celles d'une Hélénaïs, dont la beauté illumine toutes les pièces où elle pénètre. Et je n'ai pas l'assurance d'une Proserpina qui réussit à imposer son style au mépris de l'étiquette. Elle donne un coup de menton en direction de la brune sulfureuse. Qui d'autre qu'elle oserait porter du denim à l'école ? Du denim ? Oui,
de la toile de Nîmes. Un nouveau tissu élastique et bon marché, que les jeunes roturiers dans le vent portent à même la peau. Il faut dire que sur Lady Proserpina, ou plutôt Poppy, comme elle se fait appeler, c'est étourdissant. Elle devance même en élégance Séraphine de la Pâte-Bise, ses mantelets à franges et ses robes en lambrequin. J'acquiesce sans mot dire, mesurant à quel point j'ignore tout de ces modes qui n'ont jamais pénétré ma lointaine Auvergne. Une nouvelle servante vient nous apporter ce qu'elle présente comme une mousse à la goyave et à l'ananas, des fruits pour moi aussi inconnus que les tissus exotiques de Versailles. Je goûte, un peu méfiante. C'est délicieux. Poppy et Ailée, c'est la vieille noblesse d'épée qui affronte la nouvelle noblesse de robe, conclut Naoko, songeuse, tout en dégustant sa mousse. Elle se partage les bonnes notes des professeurs et les mots doux des garçons de l'autre aile. Elle domine le jeu. À moins qu'elles ne finissent par se neutraliser l'une l'autre. Que voulez-vous dire? À la fin de l'année dernière, la tension était si forte entre elles que M. de Montfaucon les a convoquées dans son bureau pour les menacer d'exclusion. La jeune japonaise frissonne dans sa tunique de soie à la mention du directeur de l'école, que je n'ai pas encore rencontré. Le grand écuyer est-il donc si redoutable? Je lui demande. Il descend d'une longue dynastie de tortionnaires anoblis par le roi, les bourreaux du gibet de Montfaucon. Il s'agit de la plus grande potence de Paris, du royaume de France, et même de toute la Magna Vampiria. On dit que jusqu'à 1000 suppliciés peuvent y être pendus en même temps. J'ouvre la bouche pour poser une nouvelle question, mais à cet instant un carillon retentit depuis l'entrée d'un réfectoire. C'est Madame Thérèse, sonnant la cloche pour nous rappeler en cours. Si les matins sont consacrés aux activités de salon, conversation et art courtois alternativement, aux après-midi reviennent les activités physiques, équitation et art martial. Précisément, aujourd'hui, les aînés se rendent dans la salle d'armes, au sous-sol de la grande écurie. C'est une vaste pièce voûtée, éclairée par d'énormes lustres en fer forgé. Toutes sortes d'armes sont accrochées au mur. Des épées, des sabres et des lances, mais aussi des formes pointues ou contondantes que je n'ai encore jamais vues, même dans les livres. « Gastefriche en garde !» tonne soudain une voix décuplée par l'acoustique caverneuse de la salle. Je me retourne vivement. Une femme d'une trentaine d'années vient de pénétrer dans la pièce. Contrairement à toutes celles que j'ai croisées jusqu'à présent à la grande écurie, elle ne porte pas de robe, mais des culottes d'homme semblables à celles que je mettais à la Butora, prolongées de cuissardes montant jusqu'au-dessus des genoux. Au-dessus de sa chemise ajustée, ses cheveux au burn sont noués en catogan, dégageant un visage ovale aux yeux perçants, braqué sur moi. Elle me lance l'une des 2 épées qu'elle a apportées. Prise de court, je manque de me blesser en attrapant l'arme. Le temps que j'affirme ma prise sur la poignée, l'escrimeuse avance vers moi à pas chassés. Je me revois 3 jours plus tôt dans le château du vieux baron. Mais aujourd'hui, je n'ai pas sa fille dans les bras pour faire diversion, ni de voilage dans lesquels m'escamoter. Je n'ai que l'épée tremblante au bout de mon poing. « Madame, je ne comprends pas », je balbutie. Avant que je puisse terminer ma phrase, la combattante se fend avec une agilité féline. Je ne parviens pas à éviter le coup, engoncée dans ma robe trop encombrante. La lame arrache le nœud de brocart décorant mon épaule gauche. « Si j'avais voulu, vous n'auriez plus de bras gauche », commente l'escrimeuse en se redressant avec aisance, sans que sa botte n'ait déplacé un seul de ses cheveux. « Voyons si vous saurez mieux défendre votre bras droit. » Elle se fend à nouveau, et cette fois-ci j'ai le réflexe de dresser mon épée. Sa lame glisse sur la mienne en émettant un crissement aigu. Mais alors que je croyais l'avoir déviée, elle termine sa course à sa destination exacte. Le nœud ornant mon épaule droite tombe au sol comme une feuille morte. « Vous voilà transformée en Vénus de Milo », se moque la diablesse, en référence à cette statue sans bras dont j'ai admiré la reproduction dans un livre à la maison. « Est-ce que je vais aussi vous changer en Victoire de Samothrace ?» Cette statue aussi, je l'ai vue dans le livre. Elle n'a pas de tête. Au moment où l'escrimeuse brandit à nouveau son arme, je fléchis les jambes si brusquement que ma jupe se déchire. L'épée manque mon front, mais tranche net le ruban qui enfermait mes cheveux, les libérant de chaque côté de mon visage. « Voilà, vous n'avez plus de tête !» résonne la voix goguenarde de l'escrimeuse au-dessus de ma nuque. Mes cuisses, libérées de la gangue de tissu qui les enfermait, ont retrouvé leur agilité. Toujours accroupi au sol, devant mon adversaire qui pensait en avoir fini avec moi, je frappe ses souliers d'un balayage de la jambe. « Et vous, vous n'avez plus de pieds !» je m'écrie. Fauchée par la surprise autant que par le choc, l'escrimeuse perd l'équilibre.
Elle tombe au sol et s'y roule en boule avec la souplesse d'un chat, pour se relever aussitôt. Désormais, une légère transpiration fait briller son front, et quelques mèches se sont échappées de son catogan. Je lève instinctivement mon épée, anticipant un nouveau coup. Au lieu de quoi, l'escrimeuse me tend sa main libre pour m'aider à me relever. Joli mouvement, m'accorde-t-elle. Inattendu. Je suis Adrienne, chevalière de Saint-Loup, maîtresse d'armes de la grande écurie. Je suis désolée pour cette robe toute neuve, dis-je en baissant les yeux sur ma jupe déchirée. C'était une dotation du roi. Le roi s'en remettra, tranche la chevalière avec un aplomb qui me sidère. Mieux vaut perdre une robe que perdre la vie. Si j'avais été une assassine réellement décidée à vous tuer, vous n'y auriez pas réfléchi à 2 fois avant de sacrifier cette nippe. Et vous auriez bien fait. Elle se tourne vers le reste de l'assistance. Cela dit, mesdemoiselles, les toilettes et les parures ne présentent pas que des inconvénients. Les lourdes étoffes nous ralentissent dans nos gestes, mais elles nous font aussi paraître plus inoffensives que nous ne le sommes, ce qui est utile pour tromper l'ennemi. Sans compter toutes les armes qu'on peut cacher dans les plis d'une robe à panier d'osier ou dans un faux cul bien surélevé. Voilà autant d'artifices que les hommes n'ont pas et qui nous donnent un avantage sur eux, s'il en était besoin. Une jeune fille au long cou de cygne lève la main. « Mais est-ce bien gracieux d'utiliser ces coups fourrés, madame ?» demande-t-elle. « Surtout pour des jeunes filles de qualité comme nous ?» La chevalière balaye ses scrupules d'un revers de la main. « Il n'existe pas de coups fourrés, Séraphine de la Patte-Bise. Il n'y a que des coups réussis ou ratés. Quant à la grâce dont les femmes devraient prétendument faire preuve, c'est une invention des hommes pour mieux nous soumettre. » Elle relève le menton, bravache. « Vous avez la réputation d'être la meilleure danseuse de l'école, Patte-Bise. Mais dans ma salle d'armes, j'enseigne les bottes qui permettent de survivre, pas l'escrime artistique. Gardez donc vos bonnes manières pour les bals et les soupers fins de Barvoc. Ici, je n'autorise ni courbettes ni minauderies, garçons ou filles. Seule la rage de vaincre est admise en ce lieu.